Payant, Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Yasmine qui nous a prévenu qu'on pourrait la perdre en cours de route parce que l'électricité fait des petits scintilles chez vous. Mais juste te dire qu'il y a une heure, il y avait 70 000 pannes. Puis là, il y en a plus que 140 000. On est à 143 000. Fait qu'à ce rythme, tu pourrais vite faire partie des statistiques. Fait qu'on on le souhaite pas. On voit que ça tient de la broche, là, mais on va faire ça comme il faut. Oui. Parlant d'énergie, gaz de schiste, on n'entendait plus parler de ça au Québec. Est-ce que c'est suicidaire ou audacieux de la part de Christine Fréchette de relancer ça? Moi, je pense que c'est audacieux de la part de Christine Fréchette. Là, hier, elle a ouvert la porte à dire, on pourrait réexplorer ça, là, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le gaz de schiste là, pour extraire du gaz naturel. Mais ça prend plus que juste une réflexion, Mario. On se rappelle tout le débat là, sous le gouvernement Charest sur les gaz de schiste où finalement on avait abandonné ça. On n'avait pas abandonné ça par manque de gisement, par manque de potentiel économique. On avait abandonné ça par manque d'acceptabilité sociale. Il y avait même eu un BAP là-dessus. Philippe Couillard, tu te rappelles, c'est de la folie de ça. Tu sais que quand les sondeurs là, oubliaient le bruit médiatique, les groupes environnementaux qui sont à la une des journaux, qu'on allait sonder le peuple, là, le monde, là, le plus bas que ça a été, c'est 50-50. Ça, là, écoute-moi, là, ça, c'est quand tout le monde en parlait en mal, là. Radio, télé, journaux, on en parlait en mal, on en parlait en mal, on en parlait en mal, on en parlait en mal. T'allais sonder le peuple, c'était 50-50. Ça, c'est le plus bas que ça atteint. Mais l'histoire que t'en retenais, puis que c'était que là, le monde était contre ça, le peuple était contre ça, il n'y avait pas d'acceptabilité. Moi, mon petit moi, là, je considère qu'on n'a jamais eu le débat public sérieux là-dessus. Il y a eu comme une Je suis tout à fait d'accord. Une grosse tempête médiatique, on s'est mis à capoter, puis là, au niveau politique, on ne veut pas se faire d'ennemis, puis on se mettre les journalistes à dos. Je considère qu'un vrai débat public complet et sérieux où le peuple peut se prononcer puis savoir... Tu sais, peser les pour et les contre, moi, je considère qu'on ne l'a jamais eu. Bon, voilà. Mais ça, on avait fait beaucoup croire au monde là que du jour au lendemain, si vous regardez par votre porte patio, il va y avoir une gazière là qui serait en train de forer un puits sans vous l'avoir dit, sans demander la permission. Puis, tu sais, elle avait un permis, puis merci, bonsoir. Entre la balançoire des enfants et le potager, tout à coup, il y avait un puits de gaz de schiste, tu sais. C'était un peu ridicule, c'était un petit peu gonflé, j'allais dire à l'hélium, peut-être au gaz naturel dans ce cas-ci. Là, disons que ça a changé là, depuis 15 ans. Là, disons que les derniers événements, la guerre en Ukraine, la guerre actuellement en Iran, nous imposent de mener des réflexions plus sérieuses, plus pragmatiques, plus rationnelles sur nos ressources naturelles. Problème là-dedans, Mario, c'est qu'en avril 2022, gouvernement Legault, il y a eu une autre loi 21. Hey, une loi capotée ben raide, là. T'as même plus le droit d'explorer. T'as même plus le droit de faire de la recherche ou d'explorer les hydrocarbures au Québec. T'as plus le droit. Et avec ça, venait un mécanisme de compensation de 100 millions de dollars pour ceux qui avaient déjà des permis et pour ceux qui devaient fermer leur puits définitivement et se faisaient rembourser les travaux de fermeture des puits. Là, en disant ça, en ouvrant cette porte-là, c'est dire, est-ce que Christine Fréchette abrogerait la loi 21 adoptée sous François Legault? Ça serait un gros changement et ça serait nécessaire. Mettons qu'elle le fait, là, t'as tout un vote au Parlement, là. Parce que ça a été voté, quand ça a été fait en 2022, ce que tu viens de nous décrire, ça a été voté à l'unanimité. Tous les partis disaient, bon, enfin, là, on fait les bonnes mesures. Mario, il y avait une abstention. Oublie pas. Claire Sanson. Oui. Tu l'avais oublié, Mario. Je l'avais oublié. Mais Claire Sanson, tu me parles d'elle, j'ai le ballon de vin rouge dans la tête, là. Mais il faut dire qu'Éric Duhem a été, si on prend le parti et non l'individu, Éric Duhem a été constant là-dessus. Mais moi, je me souviens d'avoir écrit des textes à l'époque, là, favorables, puis contre cette loi, mais j'étais comme un extraterrestre, là, dans le sens que là, est-ce que les libéraux voteraient comment? Le PQ voterait comment? Tu sais, un parti indépendantiste qui prône l'autonomie. On est-tu contre l'autonomie énergétique? On va importer tout notre gaz? En tout cas, c'est plein de belles questions si le débat est relancé, là. Mais en plus, on importe du gaz de schiste du Texas, ici au Québec. C'est parce qu'on nous a fait à croire que le gaz de schiste, ça détruisait tout. C'est parce qu'aux États-Unis, il y a des États là, qui ont 27 000 puits, 32 000 puits, 70 000.
Puis là, ben, je veux dire, les enfants jouent encore dans la côte. La vie continue, là. Il y a de l'eau à boire. Il n'y a rien qui est arrivé pour que tout détruit. Mais politiquement, je trouve que c'est habile de la part de Christine Fréchette d'ouvrir ce débat-là. Moi, je trouve que ça oblige tout le monde à se prononcer. Là, on va l'entendre ce que les libéraux veulent, puis finalement ce que le PQ veulent, puis s'ils regrettent leur vote de la loi 21 de 2022, là... Parce que le seul parti qui a une position... Les deux qui ont une position claire, c'est les conservateurs puis QS. Les conservateurs ont toujours été pour, puis QS va toujours être contre à la vie, à la mort. Là. Fait que ces deux-là, c'est clair. Mais pour les autres, il y a tout un jeu politique, là. Et d'ailleurs, cette loi-là est un peu inutile parce qu'elle s'inscrivait dans un an après qu'on ait enterré GNL Québec, là, ce gros projet de liquéfaction de gaz naturel. Mais ça, c'était pas un projet d'extraction de gaz, c'était un projet où on ramenait du gaz naturel de l'Ouest et qu'on le liquéfiait pour l'exporter. Mais là, je pense qu'on est dû pour une vraie réflexion sur l'exploration et l'exploitation éventuelle de nos ressources naturelles, incluant le gaz de schiste. Bon, on a connu hier, la CAQ, évidemment, t'avais jusqu'à vendredi dernier, minuit, pour devenir membre si tu veux voter pour le leadership. Et donc, la CAQ, hier, a révélé le nombre de membres votants et de nouveaux membres. C'est pas énorme, hein? Ben, en fait, c'était pas énorme pour les libéraux non plus. On est dans une époque où être membre d'un parti politique, c'est comme mal. Ben, c'est comme mal parce que c'est plus des idéologies transmises de père en fils, là, tu sais. D'habitude, il y a, les familles rouges puis les familles bleues. Disons qu'on est non-binaire politiquement au Québec, là, puis on n'aime pas les étiquettes puis les cases et avoir sa carte de membre, ça te donne une étiquette. On parle de 20 000 membres qui vont avoir le droit de vote d'ici le 13 avril prochain, le 12 avril prochain. Par contre, la question ici qui se pose, c'est de dire combien de ces personnes-là on va réussir à faire sortir voter. Parce que c'est pas vrai que ni Christine Fréchette ni Bernard Drainville ont vendu 20 000 cartes de membres, là. Ils en auraient vendu quelque chose comme 5 000 cartes de membres et encore de ces 5 000-là, 1 500 seraient des renouvellements d'anciens membres. Donc, quelle va être la stratégie de sortie de vote des deux candidats? Parce que ça, aujourd'hui, là, il s'agit plus de demander à des indécis de prendre leur carte de membre pour voter pour eux. Il est trop tard. Il s'agit de prendre les indécis dans ce pot de 20 000 membres-là, puis de dire qui est-ce que vous voulez comme premier ministre du Québec, parce qu'il s'agit de ça, et qui est-ce que vous voulez comme chef de la CAQ aux prochaines élections. C'est très peu de monde pour beaucoup de responsabilités qui vont avoir d'impact sur beaucoup de Québécois. Merci, Yasmine. Merci à Mario, à demain. Alexandre, on se parle d'un individu à qui on va parler d'ailleurs tout à l'heure, qui a mené une longue bataille contre la Société d'assurance automobile. Et c'est même pas terminé encore, Mario. 2 ans après avoir été victime d'un tragique glissement de terrain au Saguenay, ça avait fait les manchettes. Je suis convaincu que ça va vous redire quelque chose. Et malgré une décision aussi du tribunal en sa faveur, Jean-Philippe Cathy, qui doit encore se battre contre la SAAQ pour être indemnisé. On est le 1er juillet 2023. Jean-Philippe Cathy et sa conjointe, Pascale Racine, sont dans le secteur de Rivière-Éternité, s'en vont faire une randonnée. Là, pluie torrentielle, 100 mm qui tombent en un temps record. Et sur la route 170, le couple doit immobiliser son véhicule parce qu'il y a un arbre qui coupe la chaussée en deux. Alors, avec l'aide d'un autre automobiliste, Jean-Philippe Cathy, lui, essaie de déplacer le tronc, mais là, il y a une coulée de boue qui arrache soudainement la route et emporte tout ce monde-là dans la rivière. Pascale Racine, donc sa conjointe, Pascal Héron, l'autre automobiliste, disparaissent. Dans le cas de Jean-Philippe Cathy, lui, il survit en s'accrochant à des branches pendant à peu près 90 minutes, mais il est magané, là. Il y a des fractures ouvertes aux 2 fémurs après avoir percuté le garde-fou et il s'est battu. La SAAQ refusait d'indemniser les victimes. Pourquoi? Eh bien, parce que la SAAQ estimait qu'il ne s'agissait pas d'un accident automobile. Là, il y a le tribunal administratif du Québec qui a tranché en décembre, c'est-à-dire que de dégager un arbre pour poursuivre sa route, ça constitue bel et bien une activité reliée à l'usage d'une voiture. Et quand je vous dis toute la combativité de ce gars-là, la résilience également, parce qu'il a passé à travers 75 jours d'hospitalisation. 13 opérations sous anesthésie générale. Le deuil d'une conjointe. Greffe musculaire. Le deuil d'une conjointe, t'as entièrement raison. 5 mois en fauteuil roulant et 1 an sans pouvoir mettre du poids sur sa jambe gauche. Je vous dis, c'est un récit vraiment incroyable qu'il va vous raconter tantôt.
La Régie de l'énergie accorde des hausses de tarifs moins élevées que ce qui était demandé par Hydro. C'est une augmentation annuelle qui est de 3 pour 2026-2027 pour les clients résidentiels. Elle va être de 2,6 en 2028. Hydro voulait 3 pour cette année-là. Alors, tu vois, on est un petit peu en dessous. Pour les clients commerciaux, la hausse est de 3,6 pour les prochaines années. Hydro voulait 4,8 Dans ce cas-ci, c'est beaucoup moins. La Société d'État affirme que la décision de la Régie de l'énergie compromet son plan d'action de 2035 qui visait à augmenter la production d'électricité. Isabelle, il y a des photos qui circulent. On croit que c'est pas un montage, là. Des photos de la salle des Oscars. Après tout de la suite cérémonie. après, là, quand tout le monde a vu. C'est une soie à cochon. Oui, c'est dégueulasse. On va le dire de même. Là. Si vous êtes sur Cube Télé, vous le voyez. Donc, dans les rangées, il y a des pop-corn, des bouteilles d'eau, il y a des espèces de récipients en carton de lunch dans chacune des rangées. Mais mettons que je me porte à la défense des gens. Là. Si personne ramasse les déchets, il n'y a pas de poubelle, tu es assis à ta place coincé, on t'a amené un petit lunch visiblement pendant une pause publicitaire un moment, une bouteille d'eau pour survivre. Mais au cinéma, est-ce que tu laisses traîner ton sac de pop-corn? Non, il y a des poubelles en sortant. Ben, tu prends tes choses. Il aurait du tout ramener ça en sortant. Ouais. Ça veut dire que si on fait un pique-nique au parc, on laisse tout ça là? Mais moi, j'ai l'impression que pendant la soirée, tout le monde a mis ça en dessous de son banc. Puis là... Mais là, ils sont partis là, avec des belles tenues. Tu te ramènes... Quand t'as une robe de soirée, une robe de bal que t'as payé 35 000 $, est-ce que tu te promènes avec des vidanges dans les mains? Michael B. Jordan est allé dans un casse-croûte après la cérémonie avec son Oscar pour manger un burger. Je me dis, bon, pourquoi pas? Tout est possible. Puis là, ça a tellement fait jaser qu'il y en a qui ont fait plein de jeux de mots, là, parce qu'on sait que le film qui a gagné l'Oscar, le film de l'année, c'est Une bataille après l'autre, One Battle. After Another. Bon, mais là, ils ont fait One Bottle. Une bouteille après l'autre. C'est ça. Il y en a d'autres qui ont dit, c'est drôle, sont où les écologistes, ceux qui font partie des mouvements, qui font attention à l'environnement, sont où ces gens-là qui laissent leur bouteille d'eau dans l'allée? Ça fait vraiment réagir. Et à travers ça, il y a eu aussi plusieurs déceptions à la suite de cette cérémonie, entre autres dans l'hommage qui a été abondamment applaudi. Il manquait Brigitte Bardot. Le Parisien, Figaro, RTL, Vanity Fair, ils se sont prononcés hier. Il y a même Paris Match qui parle de mépris. Pourquoi avoir oublié Brigitte Bardot dans l'hommage? Il y a Jane Fonda qui n'était pas de bonne humeur, que ce soit Barbara Streisand qui a fait l'hommage à Robert Redford. Elle a dit pourtant, elle a fait un film, moi j'en ai fait 4. Comment ça, c'est pas moi qui lui ai rendu hommage dans ce truc-là? Ça, c'est pas loin de ce qu'on appelle de la jalousie. Là. C'est pas loin. C'est proche. C'est proche. Sean Penn, il était pas là pour accueillir son Oscar. Il était à Kiev, il était en Ukraine. Pour une visite privée, on dit. Est-ce que c'est pour ça qu'il était pas là? Puis il y a Diane Warren qui fracasse son propre record, 17 fois nommée pour meilleure chanson originale et jamais elle l'a remporté. Bon, chacun ses records. dans tout ça, dans la soie à cochon.